T'as remarqué ces derniers temps que beaucoup parlent de la fin du monde, éventuellement avec ce qui se passe en Iran, avec ce qui se passe au niveau d'Israël. Il y a beaucoup d'Africains, il y a beaucoup de Noirs qui sont dans l'agitation et se dire que voilà, c'est les temps de la fin, c'est les signes qui montrent que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, il y a les prophéties qui vont s'accomplir, que ce soit les chrétiens ou que ce soit même beaucoup de musulmans. Et aussi, j'aimerais attirer ton attention sur le fait qu'à chaque fois que ces prophéties-là doivent s'accomplir, c'est toujours quelque chose qui va être lié à ce qui se passe au Moyen-Orient. C'est toujours quelque chose qui va être lié à ce qui se passe au Vatican. C'est toujours quelque chose qui va être lié à ce qui se passe en Occident, aux États-Unis. On va se poser des questions. On va vraiment parler aujourd'hui et se demander, est-ce que tout ça, il n'y a pas quelque chose derrière? Parce que c'est vrai, on le remarque, on le voit tous, qu'il y a des prophéties qui s'accomplissent, entre guillemets. Il y a des choses qui se passent, qui ont été prédites bien avant et qui sont en train de s'accomplir. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on va essayer de voir, c'est est-ce qu'il n'y a pas un journal caché derrière tout ça ou vraiment c'est des prophéties? Et quand je dis journal, je veux parler d'un plan, d'un planning. Je vais parler d'une construction qui s'est faite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui va être l'imaginaire. Et aujourd'hui, on va parler de l'imaginaire collectif. Ça, en fait, en s'intéressant à l'imaginaire collectif, on va réussir à comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des réalisations, même pas simplement sur les choses spirituelles. Hein. On va voir par exemple sur des choses comme l'IA, l'intelligence artificielle, les robots, etc. On se disait, waouh, regarde ce qu'on avait vu à l'ancienne dans iRobot et tout, de Will Smith, machin, plein de choses qui se réalisent. Mais comment en fait tout ça se réalise? Est-ce que c'est des prophéties des gens qui sont partis dans l'au-delà spirituellement, qui ont fait des prières et qui ont réussi à trouver, à voir ce qui allait se passer dans le futur? Ou est-ce que tout cela n'est pas simplement une construction? Donc, pour commencer, alors je te préviens déjà, aujourd'hui, je vais pas être aussi synthétique que dans les autres vidéos, peut-être. Donc, on va vraiment discuter. On va vraiment se poser des questions, on va discuter et on va essayer de développer cette idée-là. Et donc, je t'invite à prendre des notes. Je t'invite à t'asseoir confortablement. Donc, si tu veux, mets pause à cette vidéo rapidement. Va prendre ton thé ou un café, des biscuits, enfin, peu importe ce que tu veux, mais en tout cas, il faut que tu sois très à l'aise. Alors, pour comprendre ça, on va déjà s'intéresser à... Donc, je parlais de l'imaginaire. Et qu'est-ce que c'est que l'imaginaire? Donc, pourquoi on parle de l'imaginaire alors que là, on parle des prophéties, etc. Je vais définir l'imaginaire. Donc, je vais pas définir, je vais lire la définition que j'ai trouvée, qui m'a intéressé en tout cas sur l'imaginaire. L'imaginaire collectif. L'imaginaire collectif, c'est l'ensemble des représentations, des croyances, images, des mythes et symboles qu'un groupe de personnes partagent. Donc, je vais encore expliquer. Donc, l'imaginaire collectif, c'est l'ensemble des représentations. Par exemple, aujourd'hui, comme je parlais, exemple tout simple. Dès qu'il y a, par exemple, la crise au Moyen-Orient a commencé avec l'Iran et Israël, pour un Français, enfin pour une personne lambda qui peut-être est athée ou quoi, il va se dire que ça, ce qui se passe là-bas, c'est une guerre qui va nous ramener peut-être à une guerre nucléaire, peut-être que ça va nous ramener à une grosse crise. On ne sait pas exactement ce que ça sera. Donc il y a une certaine incertitude en soi qui est là, que ce soit des personnes qui sont athées ou qui n'ont pas un certain calendrier. Mais quand tu vas voir au niveau des croyants, donc que ce soit un musulman, que ce soit un chrétien, automatiquement quand ils voient ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, directement, pour eux, ce sera un signe de la fin des temps. Directement, ça va être un signe, regarde, la guerre d'Armageddon, regarde la fin du monde, le Messie va revenir, etc. Et tout ça, c'est dicté par quoi? C'est dicté par un imaginaire collectif qui a été, on va dire, propagé, entretenu par une croyance, donc comme la religion, par exemple dans l'islam ou dans le christianisme. Depuis tout petit, il y a des prophéties dont on nous parle dans la Bible, dans le Coran, etc. Et une fois qu'on voit ces choses-là se réaliser, dans notre imaginaire, on se dit que c'est par rapport à ces prophéties. Donc, comme il y a cette guerre-là, regarde la suite des événements, comment ça va se passer. Ça, c'est l'imaginaire collectif. Et dans les représentations, donc on parlait des croyances, on parlait de l'image, des mythes et des symboles. Et donc, en gros, l'imaginaire collectif, c'est la manière dont une société voit le monde. Ça, c'est très important. Je parle toujours du paradigme. La société va voir le monde en fonction de son imaginaire collectif, dans la façon dont la société se raconte des histoires et donne du sens à une réalité.
C'est très important, encore une fois. La manière dont une société, un groupe de personnes va donner du sens à une réalité. Donc, comme il y a cette guerre-là, Iran, Israël, automatiquement, le sens que ça va prendre, c'est le retour du Messie. Automatiquement, le sens que ça va prendre, c'est la guerre d'Armageddon, le retour d'un prophète, etc. Et ça, c'est conforté, créé par l'imaginaire. Donc maintenant, pourquoi c'est important de comprendre ça? Pourquoi c'est important de comprendre comment l'imaginaire fonctionne et la puissance ou le pouvoir même de cet imaginaire-là collectif? Parce que l'imaginaire collectif, j'ai tracé un plan qui va faire que quand on parle d'imaginaire collectif, il faut voir une chose. L'imaginaire est dicté, premièrement, par la cosmogonie. Alors, pour ça, il faut comprendre déjà qu'est-ce que c'est que la cosmogonie. La cosmogonie, c'est, encore une fois, la discussion, je t'ai dit qu'aujourd'hui, on va parler. Donc, prends bien des notes. Pour la cosmogonie, qu'est-ce que c'est que la cosmogonie? La cosmogonie, ça va être... je prends mes notes, comme ça, je ne me perds pas dans ce que je vais te dire. La cosmogonie, c'est la base, le récit de l'origine du monde. D'où vient l'univers? D'où viennent les êtres humains? Quel est leur rôle? On va aller au-delà, parler même d'un concept philosophique. Donc la philosophie de vie d'une personne, la philosophie d'un peuple, la philosophie d'une société, etc. Et ça, c'est très important. Parce qu'à partir de cette cosmogonie, premier point, il y a la cosmogonie. De la cosmogonie, donc de la philosophie de base, de l'origine, du but de l'humain, on va créer un imaginaire collectif. Donc là, un imaginaire collectif, c'est ce que je te disais au niveau de la représentation de la guerre en Iran, etc. Cet imaginaire collectif, ça va nous donner une perception du temps. Très important, note aussi ça. La perception du temps, ça va être de se dire, par exemple, il y avait des prédications, là où j'étais, on disait « Monsieur, quelle heure est-il » Et quelle heure est-il, ça veut dire en fonction de, par exemple, le temps qu'il reste pour l'humanité, parce que il y aura telle ou telle prophétie qui va s'accomplir, donc ça annoncera par exemple la fin du monde. Le temps, la perception du temps, va être sur base de cette cosmogonie. Et même pour pas aller très loin, aujourd'hui le calendrier qu'on a actuellement, on se dit qu'on est en 2026, il est basé sur la cosmogonie du christianisme, du judaïsme, parce que on va prendre la naissance de Jésus. Et Jésus, aujourd'hui, va être représenté comme le Fils de Dieu, le Messie, etc. Et quand on parle du Fils de Dieu, encore une fois, il y a la divinité. La divinité, on repart à la cosmogonie. Et donc, ça crée un calendrier. Donc là, voilà, vous voyez le calendrier dans lequel on est, qui est sous le prisme, sous le paradigme occidental. Ce calendrier, qu'est-ce qu'il va produire? Des actions humaines. Quand on voit tout ça, on comprend une chose, c'est que, ok, on a une cosmogonie, on a un imaginaire collectif, on a une perception du temps, on a un calendrier, perception du temps et calendrier, c'est même quasiment la même chose, et ça va produire des actions humaines. Là, maintenant, tu vas voir qu'on va dissocier le côté uniquement prophétique, parce que ça dépend d'un groupe de personnes. Exemple, on a un calendrier, donc dans ce calendrier, on se dit que, un exemple tout bête, bientôt c'est la Coupe du Monde. Bientôt, la Coupe du Monde, ça va se passer de telle manière, de telle manière, de telle manière. Et les personnes qui ne savent pas, par exemple, que la Coupe du Monde, c'est un planning, la Coupe du Monde, c'est un calendrier qu'on est en train de préparer, il y aura telle équipe qui va jouer contre l'autre, etc. Si personne n'est au courant de ce calendrier, de ce planning, moi, je peux venir en tant que prophète dire oyez, vous allez voir cette année, Dieu m'a révélé que il y aura une Coupe du Monde qui va s'organiser, ce sera aux États-Unis, il y aura telle chose, il y aura telle équipe qui va jouer contre telle équipe, machin, etc. On va laisser un peu de suspicion pour dire voilà, il y aura peut-être telle équipe qui va gagner la Coupe du Monde, machin, etc. Mais personne ne sait que cette Coupe du Monde est en train d'être organisée. D'accord, tu me suis? Et au moment où la Coupe du Monde arrive, il y a simplement les personnes qui me suivent moi en tant que leur prophète, qui parlaient de cette Coupe du Monde, et du jour au lendemain, ils voient
Ils voient que voilà, il y a une Coupe du Monde qui s'organise, il y a les équipes qui viennent, ils disent waouh, la prophétie est accomplie. Et ça, c'est clairement dans quoi on est en train de vivre. Et pour aller même plus loin, quand moi je vais prophétiser sur cette Coupe du Monde, beaucoup de personnes ne savent pas que cette Coupe du Monde aura lieu. Mais à force de croire en ce que je dis, ils vont commencer à s'organiser, à préparer, à se préparer à cette Coupe du Monde-là, à mettre des actions en place pour que, par exemple, économiser de l'argent quand les billets seront mis à disposition. Ils vont commencer à comment dire, s'empresser, à se dire que peut-être ça peut arriver. Et une fois, ils voient, petit à petit, ils voient l'organisation qui est en train de se passer. Ça conforte les gens dans ça. Et même si, de l'autre côté, si les organisateurs de cette Coupe du Monde n'avaient pas la masse du peuple qui s'intéressait justement à ce que cette Coupe du Monde puisse avoir lieu, au final, elle n'aurait jamais eu lieu. Parce que les gens n'auraient pas mis leur énergie, n'auraient pas mis leur argent, n'auraient pas mis leurs croyances, n'auraient pas mis tous leurs efforts. Peut-être que c'est un exemple qui est un peu, on va dire, abstrait pour certaines personnes, mais c'est juste pour que tu comprennes une chose, que sans la croyance des masses, sans la manipulation des masses via l'imaginaire collectif, certaines choses qu'on appelle prophéties, un certain calendrier ne s'accomplirait jamais si la masse ne croit pas en ça. Si la masse ne focalise pas son énergie pour accomplir ou pour emmener justement à la réalisation de ce calendrier-là, peu importe que ce soit une prophétie, peu importe que ce soit, peu importe ce que c'est, on n'arrivera jamais à ces choses-là, comme la fin du monde. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la fin du monde, guerre nucléaire, mais en fait, c'est des choses qu'on est en train d'alimenter par les informations depuis très longtemps, qu'on est en train d'alimenter par nos échanges, qu'on est en train d'alimenter par des personnes qui sont utilisées pour pouvoir nous transmettre à nous, les personnes qui ont beaucoup de gens qui les suivent, pour nous transmettre à nous cette peur, pour nous transmettre à nous certaines informations pour pouvoir accomplir ce calendrier. Et c'est pour ça qu'on doit s'intéresser à l'imaginaire collectif. Parce que tant qu'on ne comprend pas comment fonctionne l'imaginaire collectif, on va être, des adeptes ou des pions dans un calendrier dont on ne maîtrise ni les tenants, ni les aboutissants, et en plus de ça, qui ne nous bénéficie même pas. Maintenant qu'on a pris cet exemple-là du calendrier, enfin que je t'ai expliqué un petit peu, l'introduction de l'imaginaire collectif, ce qu'on va essayer de voir maintenant, c'est les facteurs qui empêchent une communauté de se développer ou de préserver son propre imaginaire. Avant de s'intéresser au fait que un peuple ait son propre imaginaire, il faut encore une fois que tu puisses comprendre que l'imaginaire, c'est ce qui crée le calendrier. Même si c'est pas un calendrier qui est extérieur, même un calendrier intérieur. C'est ce qui va dicter même, dans les notes ici, c'est ce qui va dicter via l'imaginaire nos comportements, nos ambitions, nos peurs, les décisions même économiques et sociales qu'on va prendre, c'est en fonction de l'imaginaire collectif. Aujourd'hui, quand on est en train de voir que, par exemple, il y a eu la guerre qui a commencé, boum, tout le monde se dit qu'on sera en pénurie de telle ou telle autre chose. L'imaginaire collectif, qu'est-ce que tout le monde fait? On va se ruer dans les magasins pour faire des grosses réserves. On va se ruer dans la pompe à essence pour vider, faire le plein, etc. Tout ça, ça va être c'est notre imaginaire collectif, donc via les informations, via tout ce qu'on est en train de regarder, qui va influencer nos mouvements. Et maintenant, pourquoi c'est important pour un peuple d'avoir son propre imaginaire? Et là, on revient sur la chère communauté, notre chère communauté. Un peuple doit avoir son propre imaginaire pour lui-même définir son calendrier. Et ça, c'est très important. Je vais prendre par exemple dans l'exemple du Congo. Là, quand je parlais du Congo, même des Africains en soi. Aujourd'hui, tout ce qui se passe en Afrique, enfin tout ce qui se passe au Moyen-Orient, ça typifie la fin du monde. Tout ce qui se passe aux États-Unis, ça typifie qu'il y a une problématique au niveau mondial. Quand il se passe quelque chose au Vatican, c'est une prophétie que d'autres avaient dit. Mais vous allez voir que dans l'imaginaire du noir, il n'y a pas quelque chose qui va, par exemple, se dire « Ah, il s'est passé telle chose au Burkina Faso,
Donc, ça typifie ou ça signifie quelque chose pour l'avancement de nos propres intérêts, pour l'avancement, pour l'accomplissement de nos objectifs communs. Pourquoi? Parce qu'on ne partage pas un imaginaire collectif qui est propre à nous-mêmes. On emprunte l'imaginaire des autres, donc en parallèle, on va aussi coller à ça, on va prendre leur calendrier. Donc l'objectif, notre vie sera dictée par ce calendrier-là. Donc tout ce qu'on va faire, tous nos actes vont faire en sorte d'accomplir ce calendrier-là. Et maintenant, on laisse de côté tout ce qui est pour nous, on laisse de côté tout ce qui sera prophétique pour nous, on laisse de côté tout ce qui sera un chemin de libération, un chemin d'épanouissement, un chemin de renaissance, de renouveau pour nous, pour embrasser ce calendrier-là. Et c'est là le danger. C'est là le danger. Parce que quand on parle, par exemple, de kinétisme, quand on parle de retour aux sources, quand on parle de renaissance, c'est pas simplement un langage qui doit être fun, c'est pas simplement quelque chose qui doit être dans le sens Black Panther, etc. Non, il faut comprendre que quand un peuple n'a pas son imaginaire collectif et qui n'a pas son propre calendrier, il est voué à être éternellement l'esclave du peuple à qui il emprunte le calendrier. Là, maintenant, on va voir deux choses. Premièrement, les facteurs qui empêchent une communauté de se développer ou de préserver son propre imaginaire. Et deuxièmement, les conséquences du fait de ne pas avoir d'imaginaire propre à sa communauté. Premièrement, on va voir la domination culturelle. Qu'est-ce que c'est que la domination culturelle? Donc, il y a une culture dominante qui va imposer ses références. Donc, les États-Unis le font très bien. Donc, via les films, ils vont imposer les modèles de beauté, les héros, le style de vie. On va jusqu'à marginaliser ou remplacer l'imaginaire local. Et pourquoi comment ça agit ça? Par exemple, via les films. On me posait une question. Il y avait une personne qui me posait une question qui me disait que moi, voilà, j'ai une grosse attirance uniquement pour les femmes blanches. Et c'est vrai que j'aimerais savoir pourquoi en fait j'ai cette attirance-là. Et moi, depuis tout petit, par exemple, on regardait telle ou telle chose et on avait ce culte-là pour la peau blanche, etc. Et quand je regardais, même moi-même dans ma propre vie, j'ai remarqué une chose, c'est que nos préférences, en général, nos préférences sont, pour la majorité des cas, influencées par des choses qu'on a regardées depuis tout petit, par des choses qu'on a écoutées, par des préférences que les gens de notre communauté avaient. Et c'est vrai que ça va pas affecter tout le monde de la même manière, mais ça va nous donner une prédisposition à quelque chose. Aujourd'hui, on a une problématique, par exemple, dans ce domaine-là, c'est que nous, la femme noire a toujours eu une certaine image. On a toujours une certaine image de la femme noire, d'une femme assez agressive, d'une femme qui n'a pas de douceur, d'une femme limite qu'on ne peut pas vraiment aimer, qu'on doit dompter parce que voilà, ce côté-là sauvage. Et même la beauté de la femme noire doit toujours être cachée derrière une certaine, derrière tout ce qui est synthétique, derrière tout ce qui va être pas naturel. Donc les fossiles, beaucoup de maquillage, des faux cheveux, des faux ongles, etc. Et vous allez remarquer que pour apprécier pour apprécier la beauté d'une femme blanche, on va pas avoir besoin de tout ça, de tous ces artifices. On va juste regarder la femme blanche est belle sans forcer. La femme blanche est belle même comment dire, en venant au travail sans forcément beaucoup de maquillage, sans forcément beaucoup d'artifices. Mais on va avoir cette facilité-là à remarquer la beauté de la femme blanche. Et quand je regardais tout ça, je me suis dit, mais pourquoi en fait on n'arrive pas à voir cette même chose de la beauté de la femme noire, par exemple, quand elle est simplement à son état naturel, quand on parlait même des tresses, etc., ou des cheveux, des fils, comme on dit, la coupe préférée des hommes noirs sur les femmes noires. Et j'ai fait un lien. Quand on va regarder des films, on va voir depuis tout petit, sur nos films, on montrait les femmes blanches dans tous leurs aspects les plus naturels. Une femme blanche quand elle est en train de pleurer,
une femme blanche quand elle se réveille le matin, une femme blanche quand elle est dans son environnement familial, quand elle est au travail ou quand elle est à la maison, dans les films en tout cas. Une femme blanche qu'on va sauver, une femme blanche qui est douce, une femme blanche qui voilà, la copine de Spider-Man, cette créature fragile, et même au niveau même du fantasme. On va aller plus loin. Au niveau même du fantasme, ce sera toujours dans les publicités, ce qui va créer le désir en soi chez un homme, ce sera toujours de cette image de la femme blanche et surtout de la femme blanche qui a un certain profil visuel. Et surtout, il n'y a pas besoin en fait de tous les artifices. Il peut y avoir les artifices, mais on a aussi emmagasiné énormément d'informations où la femme blanche n'a pas tous ces artifices. Donc ça veut dire que ça nous donne une prédisposition à voir automatiquement la beauté de cette femme blanche sans avoir besoin d'aller très loin dans les artifices. Parce que la beauté, on dit toujours que la beauté, c'est quelque chose qui est dans le regard. Dans le regard. Donc ce que moi je vois beau n'est pas forcément beau pour une autre personne. Et cette beauté-là va être influencée, encore une fois, par l'imaginaire. L'imaginaire qui est imposé par la culture dominante, donc comme je parlais tout à l'heure, via les films, modèle de beauté. Et en contrepartie, vous allez voir que aujourd'hui, la femme noire, c'est vrai que il y a, bon, aujourd'hui, on va dire depuis quelques temps, il y a des mouvements qui mettent en valeur le côté de la beauté naturelle de la femme noire, sans forcément beaucoup d'artifices. Donc, il y a ce mouvement-là qui vient et qui est un peu en train de refaçonner notre imaginaire et que beaucoup se rendent compte, mais en fait, la femme noire, elle est belle. Parce qu'on voit aussi une femme noire qui n'a pas besoin de beaucoup d'artifices pour être belle. On le voit par exemple sur les réseaux, sur Instagram, dans plein de nouveaux trucs qu'on est en train de voir. On peut voir une femme noire qui peut se relâcher un petit peu et ne pas forcément être dans trop d'artifices pour qu'on puisse la trouver belle. Et maintenant, ce qui avait été fait au départ, prenez-le comme vous voulez ce que je vais dire, c'est que la culture dominante, pour imposer son paradigme, doit aussi s'assurer de remplacer l'imaginaire local. Et quand, au début, ce qui s'est passé, c'est que quand on voyait toujours la femme noire, la femme blanche toujours mise en avant, au moment où les femmes noires ont commencé à être aussi mises en avant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ces gens-là savaient que si on commençait à voir cette beauté-là aussi, de la simplicité de la femme noire, etc., on va plus valoriser cette femme. Donc, automatiquement, quand on a commencé à mettre la femme noire en avant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait la sexualiser. Et là, on vient dans un point qui est très important. La femme blanche qui, elle, pouvait être tout simplement belle en étant juste une mère de famille, une femme, la copine de Spider-Man qu'on va sauver, une femme qui travaille dans une entreprise, dans une boîte, ou je ne sais pas quoi, qui pouvait avoir tous ces aspects-là, tous ces rôles-là, et aussi le côté aussi fantasme sur la femme blanche, parce qu'il y a toujours eu, en tout cas, tu as tous ces côtés-là. Donc, c'est-à-dire, tu peux avoir une femme blanche qui n'est pas forcément super belle, etc., mais tu pourras trouver ces côtés-là de beauté et aussi fantasmer sur elle. Donc, ça veut dire ça tiendra même au niveau du couple. Et pour moi, pour être en couple avec une personne, il faut aussi toute cette partie-là, ce côté beauté naturelle que tu apprécies, mais une part de fantasme que tu peux mettre sur la personne. Et maintenant, comme on a privé à l'homme noir de ces deux côtés-là au niveau de la femme, au niveau de la femme noire, ben lui va combler ce côté beauté naturelle et en plus de fantasme sur la femme blanche. Donc, certaines personnes, via l'imaginaire, via tous ces trucs qu'ils ont regardés, vont avoir plus de facilité à aller vers la femme blanche que vers la femme noire. On revient sur le côté de la sexualisation de la femme noire. Donc, comme la femme noire a commencé à être mise en avant, il fallait surtout pas qu'on ait ce côté-là de la femme noire qu'elle peut être aussi du côté fantasme, mais aussi du côté où simplement elle est tout simplement belle, elle est tout simplement aussi intelligente. Pas simplement belle, elle est simplement intelligente, elle est entrepreneuse, elle est forte, elle est aussi douce, elle a aussi des points faibles, etc. Non, vite, il fallait reprendre l'image de la femme noire et sexualiser. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui que une femme noire, même quand elle est entrepreneuse, automatiquement, en fait, il faudra toujours qu'elle mette un aspect de désir ou de séduction derrière ce qu'elle est en train de faire pour avoir un auditoire, pour avoir du monde qui va la suivre, pour pouvoir avoir de l'attention. Même une femme noire qui est Lady Boss, on va dire,
elle va toujours mettre en avant un côté fantasmique, un côté... et là, on va parler de la sexualisation. Parce qu'il fallait pas garder une image complète de la femme noire. Et même du côté de la sexualisation, je vais pas toujours voir que le mauvais côté de la sexualisation. Parce que il y a aussi un bon côté au niveau de la sexualisation. Et là, vous allez être choqués. Mais on en parlera peut-être plus tard. Et je vais le redire tout de suite. Pourquoi il y a un bon côté à la sexualisation, et même le mot sexualisation, c'est pas bien adapté. C'est pourquoi il y a un bon côté au fait de mettre aussi une image de fantasme derrière la femme noire. C'est parce que beaucoup de gens ont imaginé la femme noire comme simplement aussi soit juste une mère de famille, soit juste une femme au foyer, etc. Donc ça veut dire on aura ce côté-là de la femme noire, femme au foyer, mère de famille, qui uniquement est dans son rôle saint, on va dire, de sainteté. Et la problématique que ça va faire, c'est que quand on va prendre juste cet aspect de la femme, on va la mettre à la maison, et tous les désirs qu'on va avoir, fantasmes, etc., on va sortir pour l'avoir ailleurs, sur soit des filles qu'on va trouver légères, ou soit des femmes blanches, ou soit exotiques, etc. On dit exotique, c'est tout ce qui ne vient pas de chez nous. Et là, ça pose problème. C'est pour ça qu'aussi, le côté de mettre aussi en avant que la femme noire, au-delà du côté intelligent, au-delà du côté fort, au-delà du côté maternel, peut avoir aussi ce côté-là, du fantasme, du désir, de la sexualité. C'est très important, parce que là, maintenant, ça crée un tout. Et maintenant, quand l'homme noir est avec la femme noire, il sait que j'ai la mère, j'ai la femme, j'ai mon fantasme, j'ai la lady boss, j'ai tout ça, en fait, au complet. C'est pour ça que je dis que ce côté-là, on va dire, du fantasme n'est pas totalement malsain, mais c'est quand on arrive au niveau de la sexualisation qui est maintenant mis en avant et qu'on va mettre que le côté sexualisation. Donc, on va rendre la femme noire à l'état d'objet. Et aujourd'hui, elles vont même revendiquer ce truc-là. Se dire que oui, mon corps m'appartient, je peux faire ce que je veux, je fais n'importe quoi. Ce libertinage, c'est très très bien, mais elles ne savent pas derrière qu'il y a une culture dominante qui, elle, sachant que il ne fallait pas que, au moment où la femme noire commence à avoir cette valorisation-là via, je sais pas, que ça peut être les films, via la musique, via les vidéos ou via même l'entrepreneuriat, etc. En tout cas, dans la visibilité, il fallait que cette image-là soit toujours contrôlée par la culture dominante. Donc, une femme noire, au-delà de tout, c'est le côté de la sexualisation qui va apparaître. Revenons-en à nos moutons. Donc, tout ça, en fait, ce que je dis, c'est que maintenant, l'homme noir va avoir son tout dans la femme blanche. On va fermer cette parenthèse-là. On va parler aussi du style de vie. Le style de vie, la culture dominante va imposer un certain style de vie. Par exemple, prendre le petit déjeuner le matin avec des croissants. Pardon. Prendre le petit déjeuner le matin avec des croissants. À Cotonou, on va fêter Noël. Il fait chaud comme pas possible. Les gens sont... Tu sors, tu transpires même pas 5 minutes dehors, mais tu fêtes Noël. En fait, tous ces styles de vie-là, c'est imposé par la culture dominante, et derrière, il y a un côté financier qui leur revient. Derrière, il y a une suppression comme on dit, il y a une domination culturelle, et toi, tu vois pas ça. Tout ça, comment c'est imposé grâce à l'imaginaire. Bon, je vais pas m'attarder sur ce point-là, sinon je vais rester trop longtemps. Mais si c'est un point qui t'intéresse, j'aimerais bien que tu puisses mettre pause et me placer un commentaire là-dessus pour qu'on puisse en discuter. Le deuxième point de la domination culturelle, il y aura la religion qu'on impose. Et j'en parle aussi, la religion, j'en parle beaucoup. Donc dans ce point précisément, je vais pas beaucoup parler de la religion. La religion, c'est ce que je dis, c'est que dans la domination culturelle, quand on impose la religion, on va avoir un calendrier qui suit. C'est pour ça que je parlais par exemple de Noël ou simplement de la fin du monde. Le Congolais, lui, quand il voit que en Israël c'est la fin du monde, pourquoi il va la guerre entre l'Iran et l'Israël, c'est ce qui va nous ramener vers la fin du monde. Pourquoi le Congolais va encore se projeter dans 20, dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans? À quoi bon? Parce que la fin du monde est là. La domination culturelle amenée par la religion. Ça fait que le calendrier de l'autre qui va faire en sorte qui va dire que bientôt c'est la fin du monde à cause de la guerre d'Armageddon, le Congolais va se greffer à ça, l'Africain, le Noir va se greffer à ça, et ne fait plus de projet pour demain. À quoi ça sert? Parce que le calendrier
romain nous ramène au fait que la fin du monde, c'est bientôt. Le calendrier chrétien nous ramène au niveau à la conclusion que la fin du monde, c'est là. Le calendrier musulman, pareil, nous ramène au fait que la fin du monde, c'est là. Pourquoi se projeter dans l'avenir? D'où l'importance, maintenant tu comprends, de cet imaginaire, de s'accaparer, d'avoir son propre imaginaire collectif. Et là, on va parler aussi de la colonisation historique. Dans la colonisation historique, c'est que on va t'imposer donc une langue, pardon. Donc la langue, ça va être derrière la langue, il y a le paradigme, donc la vision du monde. On va contrôler les médias. Dans la colonisation historique, c'est très important aussi pour revenir à là, c'est que on va te montrer que ton passé, il est uniquement basé sur un moment où tu as vécu une période sombre. Donc la traite négrière, la colonisation, etc. En te basant uniquement sur ce calendrier-là, comme je dis que ça façonne ton imaginaire, en te basant sur ça, ça va influencer tes comportements, l'agressivité, toujours la rébellion contre tous et qui ne produit rien. Tes ambitions vont être basées sur ça. Tes peurs, tes décisions économiques et sociales vont être basées sur ça. À partir de la colonisation historique. Alors que tu ne regarderas pas ce qui s'est passé avant, quand ton peuple a fait des grandes choses, quand tes ancêtres ont bâti des civilisations puissantes, etc. Tu ne regarderas pas tout ça. Pourquoi? Parce qu'on t'a colonisé au niveau historique. Le contrôle des médias. On parlait du contrôle des médias et de la production culturelle. Donc, on en a parlé. Donc, les films, les livres, les séries, etc. Ça crée, ça façonne un imaginaire. Même la perception de l'amour. On parlait simplement de l'attirance tout à l'heure des femmes blanches, femmes noires. La perception même de l'amour. L'amour à la hollywoodienne. Donc, on voudra d'avoir cette histoire de date, restaurant, 5 étoiles, comment on va se rencontrer, etc. Et tu vois que c'est des choses qui, quand ça colle pas avec ton paradigme, ça ramène clairement ce que c'est en train de ramener aujourd'hui. Maintenant, on a des mouvements féministes qui sont clairement contents du fait de se dire que nous, on va rester seuls. Donc, ça amène à fait que les femmes vont finir seules, les hommes aussi vont finir seuls. Déconstruction de la structure familiale, qui est la base même d'une civilisation. On va déconstruire tout ça, on va le détruire. Et tout ça, encore une fois, dans le but d'accomplir un calendrier qu'on nous a imposé. Parce que tout ça, c'était dans le calendrier. Et maintenant, ça va sortir sous forme de prophéties. C'est pas des prophéties, c'est quelque chose qui a été déjà préparé. Quand on l'accomplit petit à petit, suite à donc cette domination-là culturelle, suite au contrôle des médias, donc ils vont nous imposer leur paradigme. Donc depuis tout petit, tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on lit, la lecture, je reviens sur la lecture. On a des entrepreneurs aujourd'hui. Sur l'affaire Epstein, par exemple. On a nos entrepreneurs africains, là, afro, qui nous ont bourré le cerveau. Ouais, soit le prochain Bill Gates de ta famille, soit le prochain Elon Musk de ta famille. Machin, regardez. D'ailleurs, nous, quand on fait du business, Elon Musk, je me rappelle que ceci. Machin, Steve Jobs, je me rappelle que ceci. Machin. On nous casse le cerveau avec. Et maintenant, quand ces affaires-là sont en train de sortir, toutes ces personnes-là, pour arriver à là, sont parties dans l'ombre. Et quand je parle de l'ombre, vous comprenez ce que je vais dire, allez taper les dossiers, allez faire vos recherches sur les dossiers Epstein, ou Einstein, ou tout ce que vous voulez, vous allez voir la base, de la réussite, entre guillemets, réussite, ce que eux appellent réussite, de ces gens-là. Le modèle de ces gens-là, maintenant, que nos entrepreneurs afro, entre guillemets, viennent nous rabâcher à longueur de journée pour amener les afro-descendants, amener les Africains à reproduire tout ça. Et qu'est-ce que ça emmène? Encore une fois, ces gens-là sont des néo, on va dire, missionnaires du colonialisme. Missionnaires du capitalisme. Donc c'est eux, en tant que peau noire, masque blanc, ils viennent en Afrique étudier en termes entrepreneuriat, ils viennent étudier en termes de connaître un peu comment le fonctionnement se passe pour dévitaliser le Congo de l'Ubuntu, je suis parce que tu es, de cet esprit communautaire pour amener à l'individualisme, pour amener au culte du capitalisme, de l'individualisme, et tout ça qui ramène à quoi? Encore une fois, je ne cesse de le dire, à la surconsommation, à l'avidité, à la destruction de l'humanité, à la destruction de la planète. Et tout ça, c'est la responsabilité
de nos pseudo-entrepreneurs qui nous rabâchent les histoires de Bill Gates, les histoires de machin, les histoires de Napoleon Hill, des histoires de tout ça là, du matin au soir. L'imaginaire américain qui s'est bâti sur, même leur façon de voir l'entrepreneuriat, qui s'est bâti sur le manque. Les entrepreneurs américains, il faut voir comment l'Amérique s'est construite, se sont bâtis sur le manque. Comment tu veux intégrer le paradigme des personnes qui se sont bâties sur le manque, donc ils se sont construits sur le manque, sur la prédation, sur l'extinction des autres peuples, et tu veux ramener ça à une civilisation qui s'est bâtie sur le partage, sur l'esprit de communauté, je parlais de l'Ubuntu, etc., etc. Si ce n'est pas dans le but de déraciner, déconstruire et détruire même ces civilisations-là à partir de l'intérieur, en se faisant passer pour des entrepreneurs afro, en se faisant passer pour des entrepreneurs africains qui viennent pour le Back to Africa, qui viennent pour aider l'Afrique, qui viennent pour sauver, qui viennent, eux, maintenant montrer aux Noirs, au peuple noir, aux Africains, comment faire pour se développer. Et là, on parlera aussi du développement. On en reviendra, parce que sinon je vais m'étaler. Le développement ne se fait pas à partir du paradigme extérieur. Un développement ne se fait pas à partir de l'imaginaire collectif d'un peuple, d'un autre peuple. On se base sur notre imaginaire. On se développe à partir de nous-mêmes. Je vais passer maintenant au système éducatif. Donc, les jeunes aujourd'hui ne se projettent plus dans l'héritage, dans leur héritage, quand on l'enseigne uniquement, donc les héros des autres, dans le système éducatif, déjà, donc comme on parlait de Bill Gates, ils veulent tous être le prochain Bill Gates, alors que les réalités de l'Afrique, c'est pas la même chose. Et même héros, on va repartir encore au niveau de la religion. Tu vas voir que dans l'imaginaire des gens, au lieu de prendre des modèles, donc nos propres modèles à nous, qu'on a eu, des modèles, ils vont pas en parler. On va plus parler de, par exemple, tu traverses une période difficile dans ta vie, tu vas dire oui à une autre personne, oui c'est vrai que le pasteur vient, il va te dire non, tu sais que David à ce moment-là, quand il était parti devant Goliath et qu'il s'était battu contre Goliath, qu'il avait vaincu Goliath, tu vois, ça typifie telle chose, et toi dans les épreuves de ta vie, tu pourras aussi t'en sortir parce que à ce moment-là, regarde ce qui s'était passé dans la vie de David. Il y a d'autres personnes, encore plus malicieuses, et je discutais avec une autre personne qui disait que non, en fait, toi, t'as pas compris la Bible, c'est des symboles qui, c'est pas simplement au niveau de la religion, mais c'est des symboles spirituels, même dans d'autres traditions, on utilise la Bible, c'est pas forcément lié au christianisme, parce que regarde, quand il y avait telle chose, Dieu dans la Bible, il a dit, ok, je suis d'accord avec toi, mon ami. Mais on revient à une chose fondamentale, c'est que si on ne se base pas vérité, même si c'est une vérité. Disons que telle chose, en fonction des symboles qu'il y a dans la Bible, il y a certaines vérités. Le problème n'est pas la vérité. Le problème n'est pas se dire que dans le Coran, il y a certaines vérités. Le problème n'est pas se dire dans le judaïsme, dans le bouddhisme, il y a certaines vérités. Le problème est de se dire, c'est cette vérité, on la regarde à partir de quel paradigme? Cette vérité, on la regarde à partir de quel prisme, de quelle lunette? Si tu regardes cette vérité à partir du paradigme occidental, à partir du paradigme oriental, à partir du paradigme indien ou tout ce que tu veux, c'est là qu'on parle d'aliénation. Et c'est ça qu'il faut comprendre, parce que beaucoup de gens font des débats du matin au soir qui n'ont pas lieu d'être. On reviendra toujours à ça. C'est que le problème, ce n'est pas forcément le problème de la vérité, mais à partir de quel angle de vue tu le regardes, à partir de quel paradigme. Parce qu'à partir du point où tu regardes, donc on revient à cette chose de l'imaginaire, ça va dicter tes comportements, ça va dicter ton ambition, ça va dicter tes peurs, tes décisions économiques et sociales. Rien que pour parler de ça. Donc pour que ton comportement, tes ambitions, ta peur, tes décisions économiques et sociales partent dans le sens du développement de ta communauté, du développement économique, social de ton peuple, il faut que cette vérité, aussi vraie qu'elle soit, tu la regardes à partir de toi. C'est ça le problème. C'est ça là où on doit avoir un débat. C'est pas dans le fait de dire oui, ils ont une partie de vérité ou pas. Et à partir du moment où maintenant tu connais la vérité déjà à partir de chez toi, rien n'empêche maintenant que tu puisses regarder, ah ok, qu'est-ce que peut m'apporter les autres? Qu'est-ce que peut me dire la Bible sur ça? Qu'est-ce que peut me dire l'histoire de Shiva, etc. ou dans le Coran? Mais si tu ne sais pas déjà ce qui se passe chez toi, à partir de quoi tu te bases pour tester si une vérité est une vérité ou pas? Parce que tu sais même pas. Tu sais tout ce qui est mauvais chez toi, tu le sais.
Ils vont te dire, oui, d'ailleurs, oui, non, mais ça, les Africains, ils sont dans la sorcellerie, les Africains, ils font ceci de mal. Tout ce qui est mauvais sur toi, tu le sais à partir de quelqu'un d'autre. Ok, maintenant, les vérités, les bonnes choses chez toi. Ou simplement les choses chez toi, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Tu ne les connais même pas. Tu te bases sur quelqu'un d'autre qui va te dire ce qui est vrai, ce qui est bon ou pas pour toi. Le système éducatif. On a une réalité. Aujourd'hui, on est en train d'encourager les jeunes à l'entrepreneuriat, à créer des choses dans le digital et tout, machin. Sauf qu'il faut comprendre une chose, c'est que, encore une fois, dans cette histoire d'imaginaire, c'est que un peuple, par exemple, qui n'a pas de matière première dans son sol, qui n'a pas en soi de richesse, ou qui n'a même rien et qui n'est rien, pas citer de peuple, va se baser sur ce qu'il peut, va se baser par exemple sur son cerveau, sur la comptabilité, la finance, etc. Pour gérer tes finances à toi, pour faire des calculs, pour savoir comment il va gérer ton propre argent, gérer tes matières premières, etc. Et maintenant, si toi, tu as des matières premières, tu as des richesses, tu as un environnement naturel qui te permet de penser différemment que cette personne. Mais si c'est lui qui t'appelle son système éducatif, tu vas être, comment dire, dans l'incapacité de gérer tout ce que tu as. Tu vas pouvoir être un salarié pour lui, pendant que lui a la capacité de gérer tout ce que tu as. Parce que pendant que toi, tu étudies comment gérer ses problématiques à lui, il étudie comment gérer ton sol, comment gérer tes richesses, comment gérer ton environnement. Tu ne t'intéresses ni à ton environnement, tu ne t'intéresses ni à ton sol, tu ne t'intéresses ni à tes richesses, tu vas t'intéresser à ce qui se passe ailleurs. Donc, c'est-à-dire, logiquement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu n'es pas pauvre, mais on va t'appauvrir à ce niveau-là, au niveau de l'éducation. Tu seras un master bac plus 150 000 sur les réalités extérieures et tu ne pourras strictement rien apporter chez toi parce que tu ne connais rien tu ne connais rien sur tes réalités. L'imaginaire collectif. Donc, on parle de l'occidentalisation, entre guillemets, donc comme je parlais du petit déjeuner, les croissants, etc., où on va fêter Noël à Cotonou. Nous, on pense que c'est la mondialisation. Non, c'est pas de la mondialisation, c'est de l'occidentalisation. Mais comme il y a certains qui ont étudié plus que tout le monde et qui connaissent mieux que tout le monde, ils vont te dire non, pourquoi les Chinois ont fait ceci, pourquoi les Américains ils avancent avec ça. Bon. Bref. Le manque de valorisation culturelle interne. Donc, on n'a pas de devoir de mémoire. Aujourd'hui, pour les Juifs, pour eux, c'est le peuple qui a le plus souffert dans l'histoire de l'humanité. Et je leur en veux même pas. Pourquoi je vais leur en vouloir? Demain, Fanta se casse un ongle. Quand Fanta se casse un ongle, pour elle, c'est plus important que le chat de Maurice qui est mort, je sais pas, le chat de son voisin Maurice qui est mort, parce que ça l'affecte pas. C'est plus important que ça. Elle connaît pas Maurice, elle a juste appris que le chat de Maurice est mort. Ok? Mais elle vient de se casser un ongle, ça lui fait mal. C'est limite la fin du monde pour elle. Le juif, lui, qui, dans son paradigme, la souffrance du juif est plus importante que toute la planète, pourquoi moi je vais lui en vouloir? Je vais même pas lui en vouloir. Ok, d'accord, ta souffrance à toi, c'est la plus importante pour toi. Et la problématique, c'est quand moi je vais quand moi je vais faire en sorte que d'imposer aux Juifs que non, moi ma souffrance, regarde, ma souffrance elle est pire que la tienne. Non, regarde, ma souffrance elle est... Moi aussi j'ai souffert. Moi... Ok, Fanta s'est cassé un ongle, mais c'est plus grave et plus important pour elle que le chat de Maurice, de Monsieur Maurice, qui est décédé au bâtiment 3, 4e étage. Et c'est pour ça aussi qu'on a un manque. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est suite au manque de valorisation culturelle interne. Les Juifs ont leur devoir de mémoire. Tous les jours, on fait le devoir de mémoire des Juifs. Il y a la Pâque, il y a l'Ascension, il y a... non, pas l'Ascension. Ok, d'accord, je suis d'accord avec toi, pas l'Ascension. Le devoir de mémoire des Juifs. Tous les jours, on fête la Pâque, Pessa, tout ça. Mais on est dans le devoir de mémoire des Juifs. Les Juifs sont sortis... le Dieu d'Israël a délivré son peuple
d'Égypte. On est dans leur devoir de mémoire. Tout le temps. La valorisation de nous-mêmes, on l'a pas. Quel devoir de mémoire nous on fait? Combien de fois on se réunit pour se dire que ah regarde ce qui s'était passé avec Patrice Lumumba, ah regarde ce qui s'était passé avec Fumu Kimba, regarde tout ça. On n'a pas ce devoir de mémoire là. Et pourquoi on discute avec des gens qui ont leur mémoire et qui se disent que nos souffrances sont plus importantes que les vôtres? Parce qu'ils respectent même leur mémoire. Et c'est ce qui va donner l'importance à leur souffrance. Alors que nous, nos souffrances à nous, on s'en fout. On veut pardonner, vite oublier des histoires qu'on ne connaît pas. Des histoires, des choses qui n'ont pas été réparées. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va voir des gens qui sont hyper contents parce que, entre guillemets, il y a eu l'ONU qui a reconnu que la souffrance des Noirs, enfin la traite, l'esclavage, c'était un crime contre l'humanité. Là, tu vois tous les Noirs, ouais, enfin, les Blancs ont dit oui, notre souffrance, c'était la plus grande souffrance. Merci les Blancs, merci, merci, merci. Donc aujourd'hui, tous les Noirs sont contents que enfin les Blancs ont reconnu que nous, on a souffert plus que les autres. Et à la fin de la journée, c'est n'importe quoi ta condition. À la fin de la journée, qu'est-ce qui change dans ta propre vie? Quelle réparation on a fait suite à ça? Quel bénéfice tu tires à tout ça? On se valorise pas, premièrement. Comme on a assimilé déjà, on s'est assimilé déjà dans l'imaginaire des autres. Donc tout ce qu'on veut, c'est cette reconnaissance. On a ce besoin-là de reconnaissance, d'être reconnu, que le blanc se dise que waouh, le noir a souffert. Et là, on est content. Donc, toujours dans le point des facteurs qui empêchent la communauté de se développer ou de préserver son propre imaginaire, il y a aussi le manque des institutions culturelles fortes. Donc, par exemple, la musique, les institutions culturelles, la musique, le cinéma, les médias puissants, etc. Le cinéma, c'est toujours géré par il y a toujours un loco qui est derrière. Il y a toujours un blanc derrière l'industrie. L'industrie musicale, c'est toujours les patrons derrière, ce sera toujours les mêmes personnes. Et derrière, ils peuvent, eux, justement, par exemple, dire que non, nous on veut que derrière l'industrie musicale des Noirs, que la femme noire soit toujours sexualisée. Que dans vos clips, on montre toujours une femme noire hyper sexualisée. Que dans votre cinéma, on puisse toujours montrer une certaine condition de l'homme noir, etc., etc. Dans les médias, on puisse toujours parler des hommes, des Noirs d'une certaine manière. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'institutions culturelles fortes. Maintenant, on va parler des conséquences du fait de ne pas avoir d'imaginaire propre à sa communauté. Maintenant, on va parler des conséquences du fait de ne pas avoir un imaginaire collectif propre à sa communauté. Donc, dans ça, on va passer rapidement. On va subir, donc comme je le disais, des valeurs qui sont maintenant, une inversion des valeurs. Donc dans ça, on aura, donc je parlais de la perception de l'amour qui sera différente, la construction des préférences, comme on parlait, j'ai choisi une femme blanche, une femme noire, comment je mange, petit déjeuner, etc. Et là, j'aimerais aussi jeter des fleurs quand même aux artistes et aux musiciens congolais. Vous allez voir que dans la communauté congolaise, on dit toujours un truc sur les Congolais, c'est que faut laisser les Congolais, le Congolais finira toujours avec une Congolaise. Une Congolaise, elle finira toujours avec son Congolais. Et moi, j'aimerais quand même jeter des fleurs, parce qu'on voit aujourd'hui un langage qui court dans la communauté des jeunes Congolais. Moi, je veux trouver ma Mistrit Mikozai. Mistrit Mikozai. Et là, on parle des préférences. Et on revient tout à l'heure à comment l'imaginaire se construit. En partie, le Congolais qui cherche sa Mistrit Mikozai, et la Congolaise qui cherche son Mistrit Mikozai, ce sera en fonction de l'environnement dans lequel elle a grandi. Peut-être elle a grandi, voilà, dans les milieux défavorisés. Et le côté aussi Mikozai, parce que dans son environnement, elle regardait, par exemple, beaucoup de vidéos de clips de Fally, de Kofi, de Werason, ou je ne sais quoi. Il y a aussi la langue qu'elle partage, dans les Maboké, elle pouvait regarder. On a tous ces trucs-là qu'on va partager, qui vont agir sur nos préférences. Parce qu'on va se dire que oui, j'aimerais par exemple avec mon partenaire ou ma partenaire pouvoir parler lingala, pouvoir délirer de certaines choses. Et au bout d'un moment, même si tu te retrouves avec d'autres personnes, tu vas voir qu'il y a ce manque-là qui se crée et tu voudras ça. Et nos artistes, bien qu'on les critique du matin au soir, ils ont quand même servi à ça. Parce que si on voit
ce qui a fait en sorte que beaucoup de jeunes Congolais aujourd'hui puissent avoir une base au niveau de la culture, c'est les musiciens. Et ça, je le reconnais. Bien que je parle du matin au soir des musiciens, c'est les musiciens et les gens qui font le théâtre. Et je parlais avec le professeur Mawete Makisosila qui disait que, quand je parlais, je disais, mais regarde la musique au Congo et tout. Il m'a dit non. Nos musiciens sont les seules personnes qui travaillent réellement au Congo. Ah, ça m'a fait réfléchir. Je dis, ah bon? Il m'a dit oui. Ce sont les seules personnes qui travaillent. Parce que pour faire toute la carrière de monsieur Ipupa, malgré tout ce que les gens disent, les gars, il faut quand même du boulot. On se lève pas comme ça, on devient Fali, peu importe ce qui se passe. Pour arriver à devenir ce monsieur, ce grand monsieur, il faut beaucoup de travail. Donc c'est facile de critiquer, mais aussi un côté de travail. Il y a aussi un côté, tous les musiciens qu'on est en train de voir, les rappeurs qui sont là et tout, les gens qui font du théâtre, qui ont laissé leur marque, même pas forcément qui ont réussi financièrement, mais qui ont laissé leur empreinte, leur héritage. Il faut beaucoup de travail. Et ces personnes-là ont travaillé. Et en partie grâce à ces personnes-là, beaucoup de jeunes vont avoir une attache culturelle. Et ça veut dire que maintenant, ça va être aussi le rôle des intellectuels, ça va être aussi le rôle des historiens, ça va aussi être le rôle des personnes qui travaillent pour la renaissance par exemple, spirituelle du peuple. Ça va être leur travail aussi de travailler peut-être avec une façon aussi acharnée, et même plus que les musiciens, parce qu'eux vont pas être mis en avant, parce que ces gens-là vont pas être mis directement en avant. C'est à eux de travailler beaucoup plus maintenant pour amener ce qui manque justement aux jeunes, ce qui va manquer au peuple, le côté de la culture. Donc, je jette des fleurs aux musiciens, parce que ça permet que nos jeunes aujourd'hui qui se disent que, dans mes préférences, ils vont chercher leur Street Mikosa, ils vont chercher quand même leur congolaise, etc., aux Congolais, ou même, peu importe, c'est pas simplement au niveau du Congo, ou même dans plusieurs cultures, ça sera pas forcément suite à la couleur de peau. Là, je parle des préférences, ça sera pas forcément suite à la couleur de peau, qu'elle est blanche, qu'elle est noire, mais ce sera un fondement qui sera culturel. Et là, je jette des fleurs à nos musiciens. Les conséquences du fait de ne pas avoir son propre imaginaire, donc l'imaginaire propre à sa communauté, ça va être aussi le manque d'estime de soi. Donc tu vas voir par exemple au niveau des cheveux, au niveau de la couleur de peau, au niveau des traditions, de la culture, on va toujours, tout ce qui vient de chez nous est mauvais, démoniaque, c'est mal. La langue, tu vas voir que nous on était, je me rappelle en 6e, en 5e, Congolais, Sénégalais, Maliens, tout ce que tu veux, Ivoiriens. Quand il y avait un jeune qui venait dans notre classe et qui était lui aussi Congolais ou Sénégalais, qui venait du pays et qui arrivait, on se moquait de lui qui avait l'accent de nos parents. Tu vois comment c'est grave cette histoire? On se moquait de lui, mais alors que lui, il avait l'accent de nos parents. Donc c'est là que je parle de l'aliénation. C'est là que je parle que c'est bien de regarder, oui, la vérité, etc. Mais la vérité regardée sous l'œil de l'autre, sous le paradigme de l'autre, ça crée une aliénation. Comment un jeune Sénégalais, un jeune Congolais va se moquer d'un autre Sénégalais ou d'un autre Congolais dans sa classe qui vient d'arriver du bled et qui a l'accent de son pays d'origine? Et pourtant, ses propres parents ont ce même accent à la maison, mais il se moque de son collègue, de son camarade de classe. Va un peu imaginer ça. Si c'est pas de l'aliénation. Je pense déjà que j'ai été assez long, donc je vais arriver vers la conclusion et revenir sur cette histoire. Donc d'imaginaire, faire une petite synthèse. L'imaginaire collectif, comme tu as pu le comprendre, ça crée déjà à la base de l'imaginaire collectif, il y a une cosmogonie. Donc la philosophie de mon but en tant qu'être humain, les origines de la création. Il y a une cosmogonie à la base qui va influencer donc l'imaginaire collectif. L'imaginaire collectif qui va influencer la perception du temps. Est-ce que c'est le temps de la fin? Ou est-ce que maintenant on est au début parce que c'est le temps de la renaissance de l'Afrique? Est-ce qu'on a encore des millénaires, des siècles où on va maintenant reprendre notre place dans l'humanité? Ça va être défini par l'imaginaire. Soit c'est la fin du monde, ou soit on va encore vivre des millénaires de gloire parce qu'on a accepté d'avoir un imaginaire, de reprendre notre imaginaire propre à nous. Ce qui va influencer donc la perception du temps, ça va influencer le calendrier. Donc là, on saura qu'on n'est pas en 2026. 2026 par rapport à quoi? Par rapport à leur cosmogonie, de leur croyance à eux? Non, on n'est pas en 2026. En quelle année on est en fonction de notre paradigme, en fonction de notre cosmogonie? Et justement, qu'est-ce que ça va amener plus tard? C'est la fin du monde? Non, c'est pas la fin du monde. Ça se trouve que c'est la fin d'un monde. C'est la fin de l'hégémonie occidentale.
Oui, il va se passer certaines choses qui pourraient être peut-être problématiques pour l'humanité, mais qu'est-ce qu'on fait si on se retire, nous, on retire notre énergie, on retire notre concentration? Est-ce que peut-être en faisant ça, peut-être que leur calendrier ne se réalisera pas, en fin de compte? Et grâce à ça, on reprendra notre propre calendrier à nous. Donc, les actions maintenant qu'on va poser seront posées petit à petit pour maintenant aller vers la renaissance du peuple noir, la renaissance de l'Afrique et la renaissance même de l'humanité. Donc, j'espère que ces petites idées mises ensemble ont pu t'apporter quelque chose. Et moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ça avec toi. Et vraiment, j'attends tes commentaires. J'attends tes commentaires pour savoir, toi, qu'est-ce que t'en penses. Est-ce que je suis allé trop loin? Ou est-ce que simplement, non, c'est des prophéties, c'est pas un calendrier qu'on avait mis en place pour pouvoir accomplir ça? Et qu'est-ce que toi, t'en penses réellement? Donc, n'hésite pas à liker, à partager cette vidéo. Et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.